Le Carré rond, saison 5, épisode 35. Mon nom est Steve Sauvé, je suis avec mon chum JC David. Jean-Charles, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va, Steve. Je suis encore sous le choc, là, mais ça, on va en parler plus tard. Mais ça va bien. Aujourd'hui, il nous manque quelqu'un. Oui, Martin, tu sais, JC, dans la vie, là, une semaine se compose de 168 heures. Martin, cette semaine, je pense qu'il doit en travailler 130 à peu près. Il est pas capable d'être avec nous autres physiquement. Je suis persuadé, par exemple, qu'en pensée, il y a une bonne pensée pour nous autres. Est-ce que ça nous met une certaine pression? Oui, parce qu'il faut être bon pareil, là, même si Martin n'est pas là. Tout à fait. Et puis, en plus, je suis convaincu que Martin aurait aimé ça quand même être avec nous autres parce qu'il y a bien des sujets qui auraient aimé ça parler avec nous autres aujourd'hui. Ah, c'est sûr. On va tout de suite aviser, par exemple, nos abonnés, là, les gens qui vont nous écouter, que on va en parler du décès de Scott Hall tout de suite après la pause. Là, je pense que le monde de la lutte est touché par le décès de Scott Hall. Puis, j'ai pas envie qu'on parle de ça dans les actualités. Je pense que le gars mérite qu'on s'attarde vraiment à sa carrière, à sa vie. Puis, il mérite d'avoir son segment. Donc, on en parle seulement après, mais JC, il s'en passe-tu des affaires de lutte, par exemple, dans les actualités cette semaine? Ça n'arrête pas, ça déborde de partout. Je vais te laisser commencer, voir ce que tu as. Ce que j'ai, JC, on parle d'une blessure majeure pour Big E, l'ancien champion de la WWE. Je suis persuadé que tu as vu le vidéo, toi aussi. Ça regarde pas bien, là, hein? Ça regarde pas bien. Puis il y a même l'ancien médecin de la WWE qui s'est prononcé là-dessus que le genre de blessure exact que Big E a en ce moment ferait en sorte qu'il pourrait ne plus jamais lutter. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être évitable? Ben écoute, c'est une blessure, hein? Puis je suis persuadé que les deux gars ont pas rentré dans le ring en se disant hey, on va avoir une blessure aujourd'hui, là. Mais puis le pire, c'est que c'est un flat bomb que Big E a l'habitude de prendre. Tu sais, c'est pas on parle pas d'un move ou quoi que ce soit qu'on n'avait jamais vu, là. Et Big E, c'est un gars qui est explosif avec ses jambes, justement. Il aurait dû, justement, bien le prendre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Naturellement, je suis sûr, que c'est pas quelque chose qui est venu d'exprès de la part de Ridge Holland non plus. Cependant, Big E a eu une grosse dernière année, a gagné le Money in the Bank, a été le WWE Champion. Semblerait que là, cette blessure-là, par exemple, vient de gâcher les plans de réunion de New Day à WrestleMania. Et puis bon, naturellement, là, ça met sa carrière sur le carreau sur un moyen temps. Ouais, effectivement. Moi, ce que je pense, c'est que ça va sûrement être la fin de Big E ou tu sais, il parle d'une absence d'1 an, là. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Par chance, écoute, Big E sentait ses jambes et ses bras, là, parce que tu sais, c'est semblable à une blessure à la Duke, pas Duke, comment il s'appelait là, contre D'Lo Brown, le gars qui s'est blessé. Darren Drozdov. Tu sais, ça aurait pu finir d'une façon aussi tragique que ça, là. On parle de le cou cassé, là, c'est pas rien, là. En effet, ça me rappelle le combat, on en a parlé il y a 2 épisodes, le combat qu'il y a eu en Arabie Saoudite avec Drew McIntyre, l'adversaire dont je me rappelle pas le nom, là, qui était tombé sur le partenaire de Brian Corbin, là. Oui, exactement. Mais là, son nom ne me revient pas. Mais qui avait spiké sur la tête. Là. Tout le monde l'avait remarqué. Puis lui, s'en était sorti là, vraiment chanceux. Je pense qu'il doit se considérer encore plus chanceux aujourd'hui. Là. Ah, vraiment. Non, c'est des genres d'images qu'on peut se passer. La seule chose qu'on peut souhaiter à Big E, c'est de s'en remettre, de revenir dans 1 an. Mais autre que ça, je pense que ce qu'on y souhaite, c'est de bien guérir puis de profiter de la vie, là. C'est simple de même, là. Oui, ben, c'est ça. Puis Big E, c'est quelqu'un qui est très apprécié là, dans le vestiaire puis par ses pairs. Là. C'est quelque chose qui est connu. C'est un gars qui est très impliqué. Puis c'est sûr que s'il n'est pas dans le vestiaire, s'il n'est pas en arrière, il va manquer à beaucoup de monde en ce moment.
Effectivement. Autre sujet, JC, je connais pas tes penchants pour la bière. Je sais pas quel genre de bière tu bois. Je sais même pas si tu bois de la bière, mais ce que je sais, c'est que aux États-Unis, la Broken Skull American Lager est disponible depuis aujourd'hui, soit le 16 mars. Pour les fans de lutte, le 16 mars, c'est le 316 et c'est la bière de Stone Cold Steve Austin. Il lance une nouvelle sorte de bière. C'est moi là où étrangement en plus cette année, on va voir Steve Austin dans le KO Show à WrestleMania. On parle-tu d'un beau coup de marketing de Stone Cold? Moi, je pense que c'est vraiment la bonne saison pour lancer une bière. Surtout qu'il va apparaître à WrestleMania, comme tu te dis. Pour être honnête, je ne vois pas vraiment beaucoup de bière. La question que je me pose par rapport à ça, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé avant? Puis la réponse, c'est probablement le marketing. Ben, c'est le marketing. Écoute, je pense que Steve Austin, c'est un gars qui est indépendant de fortune. Là, on se le cachera pas. Lui, il doit faire encore des redevances sur des chandails 316. Là. Encore à Raw cette semaine, je pense qu'il était à Philadelphie ou quelque chose comme ça, Raw. Puis il y avait des chandails, là, Philadelphie 316 ou quoi que ce soit. Mais là, l'opportunité se présente. Écoute, ça s'est pas présenté hier, on s'entend, là. Tu sais, ça s'est présenté il y a quelques mois, là, let's go, le temps de faire les études de marché, de brasser la bière, que ça soit à son goût. Et étrangement, elle sort dans le temps de WrestleMania, puis Austin, même qui cale ses bières, ça va être sa bière qui va être dans le ring à WrestleMania, là. Oh oui, ça c'est évident, là. Ça peut pas être autre chose, d'autant plus que ça a lieu au Texas, il va être à la maison. D'ailleurs, sa participation à WrestleMania dans le KO Show, as-tu des attentes, Steve? Moi, là, déjà que je suis Kevin Owen, que je m'en vais contre Stone Cold Steve Austin, tu sais, moi, là, je vois ça j'aimerais ça, là, que ça se pogne, que ça se tape dessus, mais je vois ça d'une façon différente de tout le monde. Ça me fait dire à quel point la WWE apprécie Kevin Owen. Je t'explique, JC. Il y a quelques années, tu te rappelles-tu, Vince McMahon a accepté de se faire frapper puis de se faire un splash par KO. Il a fait un blade job pour KO, je me souviens bien. Puis là, tu ramènes Austin, faut que tu fasses assez confiance à Kevin pour dire, hey, on le met dans le ring avec Kevin Owens, ça va bien aller, il n'y a pas de danger, c'est un gars qui est assez safe. Ça démontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de l'appréciation envers KO de la part de la WWE, là. Ah, ça, c'est indéniable, là. Puis on le voit depuis des mois, tout ça. KO est toujours dans les main storylines à Raw. Il est toujours très impliqué. Il y a des bons segments. Il y a eu des gros combats dans les derniers mois aussi. Que Vince McMahon, que la WWE fasse confiance comme ça ne me surprend pas. Je pense que son éthique de travail a fait ses preuves. Ah oui, vraiment. Mais c'est pas le seul Québécois qui va être en action justement à WrestleMania. Il y a Sami Zayn contre Johnny Knoxville. As-tu vu la niaiserie qu'ils ont faite la semaine passée pour mousser ce combat-là? Johnny Knoxville, il a fait promener un avion avec le numéro de cellulaire de Sami. Écoute, ça, là, ça a l'air que le téléphone de Sami Zayn ne dérougit pas. Il veut pas faire changer son numéro parce que ça fait 9 ans qu'il l'a. Écoute, je ne voudrais pas être dans sa position parce qu'il des appels, il doit recevoir. Ah, mais ça doit... Écoute, c'est tellement drôle. Tu vois ça, tu fais comme, voyons donc. Mais j'en reviens à... Si on retourne en novembre, quand Brock Lesnar est apparu à SmackDown, à ce moment-là, il a fait une couple de promos avec Sami Zayn, puis Sami Zayn est un excellent comédien à la WWE en ce moment. Ben oui. On en a parlé l'année passée. Il a traîné SmackDown à bout de bras avec Roman Reigns, avec les headliners du show. Puis il y a toujours, lui aussi, des gros segments, là, des longs segments au micro, des grosses promos. C'est ça, il donne assez carte blanche en ce qui le concerne. Je pense que c'en est un autre qui a mérité ses galons. Oh, écoute, puis c'est un gars qui travaille fort. Puis, tu sais, des mauvais matchs de Sami Zayn, là, on n'est pas capable de décompter sur nos deux mains, là. C'est des matchs où il s'est blessé. Ben, c'est ça, tu sais. Puis même blessé, moi, je me rappelle, quand il a fait son arrivée à WWE, au Centre Bell contre John Cena, il s'est tout déchiré l'épaule. Il a fallu qu'il se fasse opérer.
Puis il a fait un maudine de bon match, là. Oui, parce qu'il était hors de question pour lui de sortir du ring comme ça, là, je pense. Là. Il fallait qu'il livre ce match-là dans le Centre Bell. Là. Oh, oui, effectivement. Hey, JC, parlant de WrestleMania, ça va être un sujet un petit peu plus léger. Par exemple, l'équipe formée de Queen Zelina puis de Carmella pourrait prendre fin justement à WrestleMania. C'est-tu quelque chose, toi, que tu as suivi ça? Parce que moi, là, personnellement, il me laisse tellement indifférent, là. Ah, écoute, c'est quelque chose. Écoute, je ne saurais te dire comment j'ai peu d'intérêt. Tu sais, moi, je pense que entre me faire driller un trou dans le palais à Fred chez le dentiste ou regarder Queen Zelina puis Carmella, j'ai une hésitation. Je pense que je vais aller chez le dentiste. Tu sais, ça te donne une idée. Mais là, Carmella, je ne sais pas pourquoi, sont en train d'essayer de faire un Miz and Mrs. avec ça. Là, je sais qu'ils vont avoir, eux autres aussi, leur télé-réalité show, Carmella puis Corey Graves. Corey Graves, oui. Est-ce que ça va être une piètre copie de Miz and Mrs.? Je ne sais pas. J'en ai peur, par exemple. Ben écoute, je pense qu'ils peuvent s'inspirer du succès de Miz and Mrs. parce qu'on s'entend qu'eux autres ont un succès indéniable. Mais est-ce qu'ils vont réussir à être aussi drôles? Est-ce qu'ils vont réussir à être aussi intéressants? J'en doute fort. Oh, ben, c'est. Pour moi, non, là, parce que ça a comme même pas de sens que ces gars-là pas ces gars-là, mais que ce couple-là est. Tu sais, c'est pas la même recette. Miz, là, c'est un gars que tu vois qui a un charisme supérieur à la moyenne. C'est un gars qui est tellement drôle. T'as Maryse qui est là-dedans, que c'est la Québécoise qui arrive aux États-Unis, qui ont une vie jet-set ensemble, qui ont des enfants. C'est le fun à voir. Il y a la belle-mère, Joanne, qui est là. C'est pas Marjo? Oui, c'est Marjo. C'est vrai, Marjo. Hey, puis écoute, il l'aime donc, Marjo. Ah oui, puis elle a un anglais à la Georges Saint-Pierre, Marjo. Marjo, elle est magnifique. Dire qu'elle est aux États-Unis et qu'elle passe en prime time à la TV, moi, j'adore ça. Ah, j'en reviens pas. Côté féminin, on va rester là-dedans, JC, parce que Trish Stratus a annoncé qu'elle n'est pas contre un dernier run de championne à la WWE. On parle d'une fille qui est retraitée depuis 2011, mais je trouve ça particulier, moi, que la fille a dit, ben moi, s'ils me mettent championne, je serais prête à revenir pour un dernier run. Ouf! Ouais, mais attends une minute, là. Je veux bien croire, là. On se rappelle, il y a 2 ans, si je me rappelle bien, elle est revenue, elle a fait une run à SummerSlam contre Charlotte. Justement. Contre Charlotte, c'est en 2019, là. Puis elle était chez eux à Toronto. C'est ça. Puis, bien qu'elle a livré un bon combat, c'était loin d'être le meilleur de sa carrière. Oui, effectivement. Mais elle, ce qu'elle a dit dans une entrevue, c'est que si tout est seté, qu'elle serait pas contre un dernier run de championne dans le monde de la lutte. Mais je perds. Écoute, tu sais, moi, je dirais comme lutteur, à limite un title shot. Mais, tu sais, non, pas une run de champion. Parce que, écoute, j'ai de la misère à croire que ça va vendre sur le long terme. Ah non, écoute, pour vrai, moi, je pense qu'une Trish Stratus, tu sais, à l'époque, là, c'était une des premières, moi, j'appelle ça des Candy Eye, là. C'était une belle fille qui savait lutter. Tu sais, elle avait certaines... Elle avait des aptitudes physiques, elle était en forme, elle savait ce qu'elle faisait. Puis là, je veux rien y enlever dans ce que j'ai dit, Steve, non plus, là. Trish Stratus, c'est quelqu'un qui est en forme, c'est quelqu'un qui s'entraîne, elle est connue pour ça. Mais je pense que la lutte est loin derrière elle. Ben, c'est ça. C'est exactement ça que je suis en train de penser, moi aussi. Écoute, Trish, tes belles années sont passées. Tu sais, moi, là, je comprends pas c'est quoi le but de tout le temps vouloir s'accrocher puis revenir de même. Tu sais, qu'est-ce qu'on a à gagner? Quand je regarde la lutte, encore hier, là, je regardais Monday Night Raw, on a eu un combat entre Doudrop puis Bianca Belair. Hey, moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir des Bianca Belair dans le ring, puis ah ouais, let's go. C'est plus des Trish Stratus, là. Non, on n'est plus à l'air de Trish Stratus, on n'est plus à l'air de Lita non plus. Puis, tu vois, Trish Stratus, ça mentionnait ça, je serais pas surpris qu'on la revoie peut-être dans un show en Arabie Saoudite ou quelque chose du genre. Oui, ben ça aurait de l'allure, là. Toujours dans les actualités lutte, mon JC, t'as-tu écouté la AEW?
Non, j'ai pas écouté la AEW. Là, je sais que William Regal est rendu là. William Regal est rendu là, mais il y a un autre gars qui est arrivé là, qui s'appelle Jeff Hardy. Ben oui. Puis il était pas pressé. Il était pas pressé par tout, hein? Mais non, écoute, il s'est tellement fait niaiser sur Internet à cause de ça. Mais il a pris le temps de danser avant d'aller sauver son frère. Écoute, c'était magnifique. Oh oui, c'était particulier, mais quand tu vois ça, est-ce que la AEW a vraiment besoin d'un Jeff Hardy? Est-ce que Jeff Hardy a besoin de la AEW? Non, je pense pas. Jeff Hardy va être avec son frère. Fine, Matt est là. Ben, moi, je pense que. besoin d'eux autres, mais c'est un atout. Oui, c'est un atout, mais moi, je pense que si Matt veut lutter, il faut qu'il lutte en équipe. Tant qu'elle le met en équipe, mets-le avec Jeff. Mais, puis je l'ai dit, puis je vais leur dire encore, moi, je pense qu'à la AEW, ils ont le Jeff Hardy des années 2022 en Darby Allin, qui est vraiment, mais de loin supérieur à Jeff Hardy. Puis c'est pas le genre de gars que je me tanne à regarder Darby Allin. Ouais, en effet. Écoute, puis là, je sais là, qu'à Big Time Wrestling, les Hardy Boys vont affronter les Briscoe Brothers. Là, je cherche la date en ce moment. Puis il y a un autre combat aussi de prévu là, contre les Good Brothers. Ouais. C'est le 12 mars contre les Briscoes. Donc, le 12 mars, c'est passé. Ça a eu lieu, semblerait. Là. Faut voir que je regarde mais ça, les Briscoes, t'as-tu entendu cette semaine qui parlait justement qu'ils ont été barrés pour la AEW puis que ça ne fonctionnera pas à cause de propos là, tenus il y a quelques années, là? Écoute, c'est arrivé récemment avec, comment il s'appelle, le dauphin là, de Shawn Michaels, là, qui était le champion Cruiserweight, puis il l'avait engagé, puis ils l'ont remis dehors. Là, ouais, je me rappelle pas. Parce que justement, il y avait eu des propos antisémites il y a plusieurs années. On est à une époque où tu ne peux plus toucher à ça. Ah, ben non. C'est un big no-no. Puis Tony Khan veut pas risquer d'offenser les fans d'aucune façon. Là. Effectivement. JC? Oui, vas-y. JC, autre que ça, si on parle de la AEW, je ne sais pas si tu as entendu, mais FTR et la AEW, c'est peut-être pas aussi beau et aussi rose qu'on pourrait le penser. Ben, je pense que la AEW, il arrive à peu près le concept qui arrivait aussi à la WCW. C'est que tu arrives, tu fais une grosse arrivée. Puis là, tu as une couple de grosses semaines. Puis là, après ça, il y a un cool-down parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, effectivement, c'est en plein ça. Là. Tu sais, dans les 6 derniers mois, là, il y a tellement eu d'arrivées à la AEW. On peut juste penser à Bryan Danielson, on a eu CM Punk, on a eu Adam Cole, William Regal en fin de semaine passée, Jeff Hardy en fin de semaine passée. Qui d'autre? Keith Lee. Moi, je m'attends à voir un Cesaro là éventuellement. Oui, puis c'est ça. Puis comme j'ai déjà dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il gagne le championnat. La AEW non plus là-bas. Là, c'est pas. Moi, je pense pas que Cesaro, c'est le genre de gars qui va headliner la AEW comme ça. C'est un excellent lutteur. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à AEW, la rotation pour les shows, il y a tellement de gars qui ne peuvent pas mettre tout le monde. Il y a tellement de gars, il y a tellement de clans aussi. Puis ça, c'est une autre affaire, des clans. Parce que là, il s'est formé des nouveaux clans. Il y a un nouveau clan avec William Regal, j'ai compris, avec John Moxley puis Bryan Danielson. Oui. Chris Jericho a son nouveau clan, puis ça, je voulais qu'on en parle. Avec des gars avec qui t'as jasé. Avec les gars de 2.0, hey, j'étais tellement content, puis ça a été le fun de les revoir en fin de semaine, puis pour vous donner, pour juste mettre en contexte, en fin de semaine passée, le 12 mars, j'ai lutté au MTLUS pour la fédération IWS, et l'attraction principale était 2.0, Jeff Parker puis Matt Lee. Puis j'ai jasé, écoute, avant de te compter ça, les gars font leur entrée sur leur tune Simply the Best. Juste au refrain de la tune à coupe, puis c'est Judas qui part. Puis il arrive sa tune avec Jericho. Mais Jericho est pas là. Mais la foule se met à chanter à la tune. Incroyable. J'ai des frissons juste à t'en reparler aujourd'hui. Là. Ah, ça devait être toute une expérience, en effet.
Oui, puis pour avoir jasé un peu avec Matt Lee, les gars étaient arrivés vendredi à 23h à Dorval. Ils luttaient le samedi au MTLUS et le dimanche, ils étaient déjà dans l'avion et repartaient parce que aujourd'hui, le 16 mars, ils luttent au Texas pour Dynamite, là. Puis là, je disais, j'ai méchante vie, tu sais, ça l'arrête pas. Il dit, ben, c'est la vie qu'on a choisie. Puis il me parlait un peu de tous les sacrifices qu'il a fait, Matt Lee. Quand ils ont eu la release de la NXT, là, lui, sa femme est enceinte de 9 mois. S'il se trouve pas de job parce qu'il y a un délai de 30 jours, s'il se trouve pas de job, il est obligé de revenir au Québec. Ils n'ont plus rien au Québec, là. Il aurait été vivre chez ses parents au Québec. Puis on réussit à avoir des contacts, à être approché par la AEW. Let's go, on y va, on signe le contrat. Le visa était encore bon pour travailler aux États-Unis, fait qu'il était correct. Mais ils ont rien volé, là. Hein? Moi, quand je vois ces gars-là, là, ils en ont fait des sacrifices. Ce qu'ils ont, ils l'ont mérité. Puis comme tu dis, ils ont choisi cette vie-là, ils ont choisi cette carrière-là. Ils en ont rêvé de ça. C'est clair. Puis les sacrifices en valent la peine. Puis comme je te dis, moi, à ce niveau-là, je suis extrêmement fier de ces jeunes Québécois-là qui nous représentent bien sur la scène, sur la scène internationale de la lutte. Oui, vraiment. Une avant-dernière actualité, parce que JC, faut que tu m'en parles. Je sais que tu l'as. Tu me l'as dit. Oui. Un nouveau jeu de la WWE. Le 2022. Parle-moi de ça, JC, parce que convainc-moi d'aller l'acheter, dans le fond. Ben écoute, Steve, moi je l'ai eu avec à 3 jours d'avance de la sortie parce que je l'avais précommandé. C'était exclusif à ceux qui le précommandaient. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le découvrir parce que le 2020 avait été une énorme déception pour ben des raisons. Il n'y avait pas d'évolution graphique, le jeu buguait tout le temps. Il y avait un manque de réalisme et de fluidité dans le mouvement qui était, comment je te dirais ça, presque insultant pour le fan de lutte. Mais y a-tu un 2021? Là? Tu me dis le 2020? Non, ils ont sauté le 2021, justement. Et donc, ça faisait 2 ans. Mais il y a eu un autre jeu qui est sorti, un petit jeu style arcade qui s'appelait WWE Battleground. Ça n'a pas été un gros succès, mais le monde attendait celui-là, le 2022, parce que Touquet avait des choses à se faire pardonner. Et ils ont réussi. Crois-moi. Là, moi, j'ai acheté l'édition Ultime NWO. Puis j'ai pas beaucoup d'heures de jeu parce que je travaille beaucoup, mais cependant, je peux te dire que graphiquement, ils se sont surpassés. Ils ont mis des modes de jeu incroyables. Le mode deviens un GM où ce que tu peux gérer ton show de Raw, de SmackDown, puis être en compétition avec un autre brand au niveau des revenus puis au niveau des codes d'écoute. C'est vraiment de la gestion intéressante. Il y a un jeu intéressant avec des cartes aussi d'un mode de jeu qui s'appelle Ma Faction. Donc, faut t'acheter des paquets de cartes. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Ils ont tout ça. C'est que faut que tu achètes leur espèce de monnaie virtuelle pour participer à certains modes de jeu. Ah, c'est pas fou, par exemple. Là. Ils vont t'offrir, en plus de te vendre le jeu, combien ça se vaut, ce jeu-là? Là? Ben, l'édition que moi j'ai achetée est à 150 $. Bon, c'est le jeu le plus cher que j'ai acheté dans ma vie. En plus de te vendre un jeu à 150$, ils trouvent le moyen d'aller te rechercher de l'argent, là. Oui. Puis là, j'ai pas eu le temps encore de te parler du mode de combat, de la fluidité des mouvements, de la beauté des graphiques. Écoute, moi, Steve, là, j'aurais une note à lui donner sur 5. Je donnerais un 4.3. Il y a le site IGN, qui sont spécialisés dans le domaine du jeu vidéo, qui ont affirmé que c'est le meilleur jeu de lutte à ce jour. Puis il y en a eu des jeux de lutte, là. Oui. Et ça, c'est point à la ligne. Là. Il n'y a pas de mais, il n'y a aucune autre. Selon IGN, qui est une référence dans le milieu, c'est le meilleur jeu de lutte, point à ce jour. Puis là, autant, écoute, moi, je veux que tu me parles un peu, là. Tu me dis, il y a 3 versions. C'est-tu parce qu'avec une version, il y a de quoi d'autre que tu peux pas faire ou? Ben, c'est parce que, dépendant de la version, il y a des ajouts. Des DLC qu'on appelle là, du contenu téléchargeable qui est ajouté. Puis il y a la passe de saison qui te permet d'accéder au contenu téléchargeable à venir. Donc, c'est pareil si tu l'achetais d'avance à ce moment-là. Mais c'est ça. Dans la version que j'ai achetée, j'avais droit à... Il rajoutait des personnages de NWO, dont Six, Eric Bischoff,
Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan. Et j'avais 3 versions différentes de l'Undertaker aussi qui étaient rajoutées. Il y avait l'American Badass, il y avait Taker normal. En fait, il y avait l'Undertaker avec son masque de 1995. Oh, pelaille. OK, ça, c'est après sa rencontre avec Mabel. Exactement. Ensuite de ça, il y a l'Undertaker Ministry of Darkness. Donc, début des années 2000. Avec l'espèce de pinch avec la twist dedans, là. Ouais. À cette époque-là. Puis, le dernier, ben, c'est son combat contre AJ Styles. On peut dire l'American Badass, oui. OK. Puis, t'as pas... Ben, je sais que t'as pas énormément joué, mais y a-tu quelque chose que t'as vu et t'as fait comme, ah non, tu sais, moi, je me rappelle, tu pouvais piner le gars, il était dans les cordes ou des choses de même, mais là, il y a pas de glitch, là. Non, il n'y a pas de glitch comme ça. Les rope breaks se font. Les règles de la lutte sont suivies. Puis, JC... C'est un geek de jeux vidéo, là, on va s'entendre. Là. Combien ça peut coûter sortir un jeu vidéo de même? C'est-tu connu, ça? Écoute, j'imagine que ça peut coûter beaucoup d'argent parce qu'il y a un développement autour de ça. Il faut que tu fasses du motion detection avec les lutteurs pour les prises, tout ça, pour essayer de connaître le mouvement, la fluidité du mouvement, comprendre comment l'impact physique que le corps a sur le ring pour que ça ait un impact dans le jeu. Écoute, moi, je suis sûr que c'est une production de plusieurs millions de dollars, mais c'est une information intéressante. Je vais me renseigner là-dessus. Oui, vraiment. Puis, dernière actualité de lutte, Jean-Charles. Ouais. On va-tu l'avoir, Cody Rhodes, à WWE, finalement? Hey, on a eu Virement Or. Ça a l'air qu'il est arrivé. Là, il était là dans un dark match. Oui, il est arrivé. Là. Je l'ai vu lutter correct, mais moi, c'est pas lui que je veux voir. Là. Moi, je veux savoir, Cody Rhodes, il arrive quoi? Il vient-tu ou il vient-tu pas? Là, c'est rendu qu'il nous l'annonce quasiment contre Seth Rollins à WrestleMania. Ben écoute, là, c'est la grosse rumeur qui est partout en ce moment parce que là, Seth Rollins n'a pas de storyline à WrestleMania. Ouais, mais ça pourrait être ça, sa storyline? De pas avoir de storyline? Ben écoute, à ce moment-là, un combat, Cody Rhodes contre Seth Rollins, j'achète ça. Oui, mais il me semble que tu veux le pousser avant? Tu sais, tu vas-tu sortir Cody 2 semaines avant Mania? Ben même pas, parce que là, on était à 2 semaines et quelques jours avant Mania. Tu sais, moi, je pense que c'est une maudite bonne storyline de dire que le gars n'a pas de storyline. Oui, puis regarde, comme je te dis, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'histoire de Cody Rhodes, c'est très, très, très nébuleux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe avec lui. Il fait des posts sur les réseaux sociaux qui portent à confusion. Parce que même lui, je pense qu'il ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Là. Je veux bien y croire que Cody Rhodes pourrait être là, mais arrêtez de me niaiser, là, puis mettez-moi là, puis c'est tout, me semble, non? Écoute, je ne peux pas te dire. Es-tu là? Va-tu là être là? Va-tu pas être là? Regarde les Hardy Boys, ils les ont sortis le soir même. Il y avait plein de rumeurs qui nous les amenaient là depuis des semaines. Est-ce qu'ils vont nous faire le même coup avec Cody Rhodes? Ah, ben, moi, c'est surtout que là, la WWE joue avec le monde là-dessus. Tu sais, je te donne, par exemple, hier, dans la finale de Monday Night Raw, on avait Kevin Owens contre Seth Rollins. Puis le gagnant de ce match-là, c'est lui qui avait Stone Cold Steve Austin comme invité. Tu sais, parce que Rollins, lui, avait décidé qu'il allait essayer d'avoir son talk show pour Mania. Puis Corey Graves, pendant le match, il a lancé 2 petites références à Cody Rhodes. Il a, à un moment donné, c'était question là que pratiquement... C'est juste pour dire qu'il n'a pas nommé Cody Rhodes, là. Tu sais, en anglais, il a dit de Rollins que his dream has become a nightmare. Ouais. Pour l'American Nightmare, puis à un moment donné, il est arrivé avec un dashing là, qui évoquait le surnom de Cody Rhodes à WWE. Là. Il va-tu être là? Il sait pas. Puis des fois, je me demande comment ça se fait qu'il est devenu la saveur du mois, Cody Rhodes, là, autre que, ben écoute, ce gars-là a quitté la AEW. Tu sais, moi, là,
me semble que j'ai plus trippé sur l'arrivée des Bryan Danielson puis de CM Punk à AEW que je pourrais tripper sur un Cody Rhodes qui revient à WWE. Mais tu sais, la question est, qu'est-ce que Cody Rhodes peut bien venir chercher à WWE? Ben, qu'est-ce qu'il peut leur apporter aussi? Exactement. Ouais, peut-être que, moi, j'ai déjà mentionné que l'héritage de son père se trouve beaucoup dans les mains de Vince. Peut-être que c'est relié au nom de sa famille, peut-être que c'est relié à bien des choses. Tu sais, il fait encore le Dusty Road Tournament. Oui, exactement. Et puis c'est ça. Mais Cody Rhodes, qui n'a jamais été encore à ce jour un des gars les plus fat que j'ai vu dans un ring, est devenu la saveur du mois, puis on sait pas où ce qui. Oui, exactement. Exactement. C'est en plein ça. Hey, sur ces belles paroles, mon chum JC, on va s'accorder une courte pause, puis on revient dans le carré rond avec un spécial Scott Hall. Écoute, quand j'étais jeune, bon, j'avais peur des vampires. Alors, j'ai dormi longtemps, mais j'étais petite, là. Tu sais, je veux dire, c'était le début des vampires, là. C'est là où ça a commencé, tu sais, quand je suis née, moi. Okay. Donc, je dormais toujours avec la main dans le cou. En fait, c'est que le pape est venu à Montréal en 84. Puis moi, j'allais au cégep à Rimouski. Puis il y avait le drapeau du pape qui flottait au-dessus du cégep. Et on s'est dit, bon, on va-tu chercher le drapeau? Là, tous les deux, on a beaucoup d'imagination. Puis on se dit, ça y est, on meurt ce soir. Puis là, tout ce qu'on a pour se défendre, c'est des ustensiles de camping en plastique. Là, c'est tout ce qu'on a. Fait que là, on a ça, puis on se dit, écoute, avec la force du désespoir, on va l'attaquer, on va y crever tous les yeux avec nos petits ustensiles de plastique. On prend notre courage à deux mains, on ouvre la tente. J'avais une appart où je vivais au rez-de-chaussée, puis il y avait comme un... À Mané, je me vire, je suis à mon bureau, puis il y a quelqu'un qui est en train de me regarder dans ma fenêtre. Puis là, je capote, là, je suis comme, wow, qu'est-ce que tu fais là? Il de me regarder, puis là, il s'est enfui. Mais après ça, pendant vraiment longtemps, je pensais tout le temps qu'il était là, puis j'avais absolument raison. À un moment donné, ma voisine, elle descend, puis elle dit, il y a tout le temps un gars. Je pourrais presque parler du moment précis où je sais que je me suis mis à connaître la peur. C'est un film italien qui s'appelait Le Manoir de la Terreur. Je retourne voir le Guruji, le gars qui m'avait fait, il a dit « On va t'arranger quelque chose. Regarde, il y a un gros party qui se passe à 5 heures d'ici. » Il dit « Si tu me donnes 100 piastres US, je vais t'emmener là-bas. Puis tu vas voir, c'est un gros party. Il y a Madonna puis Pierce Brosnan. Mais non! Je te le jure qu'il me dit ça. » Fait que j'ai fait une crise de panique, puis je me suis mis à crier après l'enfant. Non! Oui. Qu'est-ce que tu disais? Ben, je disais, est-ce que tu vas la trouver? J'étais là. Les lunettes sont de même, les lunettes d'un sont de croche. Puis là, son regard me dit « Hey, si tu viens pas me chercher, je meurs. » Et quand il a sorti de l'eau, ben, il y avait 2 morceaux sur son dentier, parce que j'ai quand même donné un coup de coude. J'ai pété à gueule. C'est vraiment... Soudainement, la porte arrière du bar ouvre. Il y a 8 gars habillés tout en noir avec des lunettes. Un chacun se mettre à un endroit spécifique, comme ça, avec les lunettes, ils disent pas un mot. Mais voyons, c'est Bataclan style. Intimidant, là, comme, OK, attends, fait que là, ben... Et elle monte l'escalier et il n'y avait pas de fenêtre. Tu sais. Et à un moment donné, elle me crie, fais attention.
Et là, je me retourne, puis il y avait un gars en arrière qui avait une chaîne de bicycle dans les mains. Il a eu le temps de la cacher. Écoute, il m'étranglait, là, lui. Là. C'était assez clair. Donc, de retour à cet épisode du Carré rond, JC, la planète lutte est en deuil. On parle du décès de Scott Hall survenu le 14 mars. C'était... Tu sais, ça avait été annoncé le matin là, par Kevin Nash que Scott Hall avait eu 3 arrêts cardiaques, qu'il était maintenu en vie artificiellement, que la famille était en route pour l'hôpital puis qu'elle allait procéder au débranchement de Scott Hall. Toutes tes réactions, JC, là, vite de même, là, Scott Hall, là, comment tu perçois ça, là, son décès? Écoute, tu dis que la planète lutte est en deuil. La planète lutte a le cœur brisé en ce moment. L'amour des gens pour Scott Hall est énorme. Je suis dépassé par ça. Puis on réalise aussi l'impact que ce gars-là a eu sur la lutte. Ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, c'est que Scott Hall a été hospitalisé suite à une fracture de la hanche. Et en ce moment-là, ça m'a inquiété parce que je me suis dit, OK, une fracture de la hanche, il rajeunit pas, c'est un gars qui a des bobos, c'est pas bon signe pour lui nécessairement à ce moment-là. Mais là, tout a déboulé, les arrêts cardiaques, il est maintenant en vie artificiellement. Puis là, je me suis rappelé, je devais avoir 12 ans, Steve. OK? Je suis devant ma TV, là, puis il y a eu un espace entre l'enfance où je regarde Hulk Hogan et Macho Man. Il y a eu une pause de lutte, puis là, c'est revenu à l'âge de 12-13 ans. Puis là, je suis devant ma TV, là, je pitonne, puis à un moment donné, en pitonnant, je tombe sur un combat de lutte, puis il y a ce gars-là, avec un speedo mauve et des lames de rasoir. Puis il est arrogant, il prend beaucoup de place dans le ring, dans l'écran. Puis, il fait le Razor's Edge. Qui est, à ce moment-là, dans ma tête, là, la prise de lutte la plus dévastatrice que tu peux pas avoir. C'est sérieusement une des prises de lutte là, les plus dangereuses qu'il y a, c'est le Razor's Edge, parce que le gars peut vraiment tomber sur le coup ou sur la tête. Mais Scott Hall avait tellement le contrôle de cette prise-là qu'il n'a jamais blessé personne avec. Là. Puis, on parle de Scott Hall puis de Razor Ramon, mais Scott Hall sera jamais un de ceux dont on va se rappeler qui a été à l'origine de la NWO. Le segment où il fait son arrivée à Nitro par la foule, ça a été ça qui a créé le Monday Night War. Ben oui! Ben écoute, ça, là, il faut aller loin, par exemple, là, parce que aujourd'hui, j'ai fait un peu de recherche là, sur Scott Hall. Ce gars-là, il avait été entraîné par Hiro Matsuda. Hiro Matsuda, là, ça, c'est un capoté, là, cet entraîneur de lutte-là. Lui, pour vous donner une idée, là, Matsuda, il avait entraîné un certain Hulk Hogan dans le temps, puis il avait cassé la jambe à Hulk Hogan. Là. Ouais, je veux savoir si Hogan était assez tough pour faire de la lutte, là. Scott Hall, il a commencé sa carrière en 84 après une rencontre avec Barry Windham. Il a commencé sa carrière avec un autre gars qui va sûrement vous dire de quoi, c'est Dan Spivey. Dan Spivey, c'est lui qui faisait Waylon Mercy à la WWF. Ils ont lutté principalement à la AWA. C'était de 85 à 89 qu'il a été à AWA, Scott Hall. C'était pas un petit gars, là. Hall, c'est une méchante pièce d'homme. Puis à la AWA, là, il était en équipe avec nul autre que Kurt Hennig. Tout à fait, oui. J'ai vu des photos de ça, justement, qui tournent beaucoup là, en ce moment sur les réseaux sociaux. Oui, à la suite de son passage à AWA, ben écoute, je pense qu'il est allé pas mal où ce que tout le monde allait, à la NWA puis à la WCW de 89 à 92. En 89, lui, c'était pendant l'été, là, il avait été ramené à la NWA par Jim Ross,
Jim Ross, lui, il commençait à créer là, des nouvelles jeunes superstars comme Sid Vicious puis Brian Pillman. Puis il faisait jobber Scott Hall. Puis Scott Hall, lui, il a quitté, puis il est revenu en 91 à la World Championship Wrestling. Puis à l'époque, là, écoute, il y avait des gars comme Steve Austin qui étaient là. Il a été géré par Diamond Dallas Page parce que justement, il s'appelait le Diamond Stud que j'ai trouvé. Écoute, on parle d'un gars là, de 6 pieds 5, de 280 livres, Scott Hall. Il a fait ses débuts à WWE en 92 sur le surnom du Bad Guys Razor Ramon. Lui, ça, c'est un mix là, cubain-américain. Là. Ça a l'air que le personnage, c'est une adaptation là, de Tony Montana qui était incarné par Al Pacino là, dans Scarface. Oui, ben c'est ce qu'il avait raconté dans plusieurs shows d'interviews. Tu sais, récemment, ben, depuis son décès sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui parlent de lui en disant on va se rappeler de lui comme étant un des gars qui n'a pas été champion mondial. Là, je vais mettre un bémol là-dessus parce que ce gars-là n'avait pas besoin d'être un champion mondial. Mais non! Sa présence, son impact dans le ring, ce gars-là ne gaspillait pas un mouvement. Lui, Scott Hall, là, il a déjà dit ouvertement en entrevue qu'il disait aux gars dans le locker room, si tu veux pas être une superstar, va-t'en parce que tu me voles mon temps. Va-t'en. Parce que, hey, moi, là, Scott Hall, là, Razor Ramon, je vais l'appeler Razor Ramon à WWE, là. Moi, je me rappelle de lui, là, contre Jeff Jarrett, contre Mr. Perfect, contre Goldust, contre le Kid. Je sais pas si tu te rappelles, c'est lui, c'était le premier à mettre over le 1, 2, 3 Kid. Puis, ouais, puis écoute, j'ai posté un truc dans le Rib Room tantôt, justement, un tweet de Sean Waltman qui disait qu'il le mettait over même quand il était pas là. Ben oui, puis c'est ce gars-là. Moi, je vais tout le temps me rappeler, là, puis c'est pas mal ça que tout le monde se rappelle de Scott Hall, puis pourtant, c'était encore bien plus que ça. À WrestleMania contre Shawn Michaels dans un ladder match, hey, c'était quelque chose, là, WrestleMania 10 pour le titre intercontinental, là. C'était un classique qu'ils ont fait, là. Ils ont créé quelque chose cette journée-là, lui et Shawn Michaels. Puis ça, c'est un des milestones de sa carrière, là, justement, ce combat-là à WrestleMania 10. Parce que, bon, c'était pas le premier combat de l'échelle à la WWF de l'époque, mais c'était le premier en pay-per-view. Et surtout à WrestleMania. C'était deux gars qui se battaient parce que les deux prétendaient être le champion intercontinental. Oui, puis ça, ce match-là, je sais pas si tu savais ça, JC, là, mais ça a été le premier match qui a obtenu une note de 5 étoiles par Dave Meltzer. Ah, non, je ne savais pas, mais en même temps, ça ne me surprend pas. Puis, moi, j'ai lu une couple de petites anecdotes, justement, du passage de Razor Ramon à Montréal. Tu savais que Razor Ramon, c'est un des seuls gars à Montréal à avoir gagné la ceinture intercontinentale? Tout à fait, dans un autre ladder match. Dans un autre ladder match contre Jeff Jarrett. Puis le problème, c'était que c'était pas ça qui était prévu. Jarrett a été trop long pour monter dans l'échelle, puis Ramon était rendu en haut, puis tant qu'à part de la face, il a dit, ben, gars, je vais décrocher. Il a gagné. 2 jours après, il y avait un autre gars-là à Trois-Rivières, puis il l'a redonné à Jarrett simplement. Ouais, Jarrett a manqué son cue, puis regarde, c'est sûr que là, à ce moment-là, s'il attendait, ça aurait discrédité tout le monde. Ben oui, vraiment, là. Puis, écoute, on peut pas passer sous silence de 96 à 2000 parce que son contrat à Scott Hall, lui, prenait fin le 21 mai 96, puis il a décidé le 27 mai 96 de faire, il avait signé, là, mais de faire sa première apparition au Monday Nitro. Je sais pas si tu te rappelles, il a interrompu un match pour défier la WCW. Tout à fait. Je ne me trompe pas, il y avait Colonel Parker avec Alex Wright dans le ring. Là, je suis pas sûr à 100%, là, mais oui, écoute, je me souviens, comme je te disais tout à l'heure, ça, c'est un segment qui va être mythique. Ça l'a initié le Monday Night War. Ça a été à
à la base de Attitude Era. Ça a changé le monde de la lutte. Ben oui, parce que le 10 juin de la même année, lui a présenté son allié, qui est Kevin Nash. Puis ils ont demandé d'avoir un match par équipe 3 contre 3. La WCW, eux autres, ils se demandaient, là, qu'est-ce que c'est ça, 3 contre 3? Puis lors de Great American Bash, ils ont été informés par Bischoff là, qu'il allait affronter une équipe qui était composée de Randy Savage, Lex Luger puis Sting. Le Great American Bash, c'était le 7 juillet. Puis, il est arrivé ce qu'on pensait qu'il est arrivé. Ça a changé l'histoire de la lutte parce que le 7 juillet, ils ont eu leur 3e outsider en la personne de Hulk Hogan. Oui, puis ça, c'est vraiment un des moments les plus importants des 30 dernières années dans le monde de la lutte. Là. Ah, écoute, moi, je vais tout le temps me rappeler de ça, de voir les verres de bière qui revolent partout, puis tout le kit, là. C'était quelque chose, là, Scott Hall. Puis après ça, malheureusement, la déchéance de Scott Hall a commencé, là. Ouais, c'est ça aussi qui est arrivé, là. Les mauvaises habitudes de consommation, puis l'alcool, la drogue. Il y a eu bien des problèmes, Scott. Oui, parce qu'il est revenu à WWE en 2002. Il a perdu par disqualification contre The Rock. Après ça, lors de WrestleMania 18, il a perdu contre Stone Cold. Dans un excellent combat. Dans un excellent combat. Puis c'était la première fois qu'il perdait dans un WrestleMania. Hein? En effet. Mais il ne perdait pas contre n'importe qui non plus. Non, effectivement. Après ça, il y a eu un passage à la TNA de 2002 à 2005. Mais là, tu voyais que ça commençait vraiment à être difficile là, pour lui. Il a été licencié, il est revenu à la TNA en 2010. Un retour à WWE en 2014 quand il a été intronisé Wall of Fame par Kevin Nash. Ce qu'il a dit, justement, pendant son speech d'intronisation là, du Hall of Fame de la WWE, c'est ce qui est marqué, justement, en arrière de toi, JC. Ça résume Razor Ramon. C'est hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. Oui, ça le résume très bien. Et ça va. C'est son épitaphe. Oui, vraiment, vraiment. Et écoute, tu peux pas résumer mieux. Côté personnel, Scott Hall était père de 2 enfants qu'il avait eu avec sa première conjointe, Cody, Cody fait de la lutte, justement. Lui est né en 91, puis il a eu une fille, Cassidy, née en 95. Ils ont été mariés de 89 à 2000. Après son divorce, il a épousé Jessica Hart. Non, ce n'est pas de la famille Hart. Scott Hall était vraiment, vraiment, vraiment ami avec Kevin Nash, X-Pac, Triple H, Shawn Michaels. D'ailleurs, moi, j'ai appris le décès sur Twitter via X-Pac qui a simplement tweeté Is Done. Puis à ce moment-là, j'avais les yeux rivés devant ma TV, j'attendais le début de Monday Night Raw, puis là, ils ont confirmé le décès. Là. Toi, ton meilleur souvenir de Scott Hall, c'est quoi? Ben écoute, moi, je vais y aller, comme je te dis, je l'ai découvert quand j'étais un jeune adolescent, là, puis je vais y aller avec sa première victoire du championnat intercontinental contre Rick Martel. Ça, c'était un beau combat. Moi, j'étais jeune, puis là, que je venais de le découvrir, c'était ma nouvelle idole, ce gars-là. Là. Je tripais bien raide. Écoute, ma sœur doit se rappeler encore aujourd'hui, elle était tellement écœurée que je lance des cure-dents. Elle se pouvait plus. Parce que moi, dans mes souvenirs, écoute, c'est pas dur, là. Même si Shawn Michaels était bad, moi, je l'aimais. Puis Scott Hall arrive, Shawn Michaels et le fameux match d'échelle. Moi, je prends pour Shawn à ce moment-là. Mais pendant le match, là, je fais comme, OK, ils sont vraiment craqués. Moi, j'avais jamais vu un match d'échelle avant, là. Puis il s'est donné des shots là-dedans. Tu sais, oui, c'est vrai, les Hardy Boys, ils ont tout réinventé ou quoi que ce soit. Mais moi, je prends ce match-là encore aujourd'hui, puis je le regarde, là.
Il est bon, là. Ben, les Hardy Boys ont réinventé, mais eux autres ont inventé. Ben, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que c'est eux autres qui ont pavé ce chemin-là. Écoute, moi, je me souviens du splash de Sean du haut de l'échelle sur un Razor qui est en bas. Écoute, à ce moment-là, on était en 1994, on n'a jamais vu ça, là. Ben, jamais. Jamais. C'était des capotés, là. Puis ils ont réussi à voler le show à Bret et Owen, qui avait eu un combat extraordinaire en ouverture de gala. Oui, ben oui, vraiment, là, vraiment. Hey, ce WrestleMania-là, là, on s'entend-tu pour dire que c'était tout un WrestleMania? Oui, WrestleMania 10, un des meilleurs. Oui, définitivement. Puis là, en regardant des Dark Sheets, j'ai appris certaines affaires. Savais-tu que Scott Hall, il a passé proche de ne jamais lutter? Parce que en 83, il a été impliqué dans un incident avec une arme à feu pendant laquelle il a tué un individu. Oui, j'ai entendu parler de ça. Puis devant le manque de preuves, il a été épargné par la justice américaine, mais c'est arrivé une chicane dans un stationnement de bar en 1983. Le gars est décédé à la suite de coups de feu, là. Puis c'est ça, il y avait une vie trépidante aussi, hein, Scott Hall. Il a vécu la vie de grosse rockstar, Scott Hall. Parce que les lutteurs de cette époque-là, c'est ça qui arrive. L'époque du NWO, là, ils sont devenus plus gros que des rockstars. Ah ben oui! Écoute, les Hells Angels les accompagnaient. Ils ont fait des choses complètement folles. Et naturellement, c'est ça. C'est là qu'il est tombé aussi le plus creux dans ses vices et dans ses mauvaises habitudes. Puis ça finit par avoir raison de lui et de sa carrière aussi, d'une certaine façon. Mais c'est ça, la NWO l'a élevé. Il était déjà une superstar. Il est devenu une méga star. Oui. Puis, tu sais, comme certaines stars, à un moment donné, il l'a échappé. Tu sais, si on parle en 2011, il y a eu un reportage assez intéressant fait par ESPN qui montre Scott Hall là, dans des conditions vraiment difficiles, causées par des problèmes de santé, ses abus de drogue, d'alcool. Puis, je sais pas si tu te rappelles, là, mais la scène la plus marquante de tout ça, là, c'est quand Scott Hall il est sorti de l'hôpital puis il a fait une apparition dans un gala de lutte puis il était incapable de se tenir debout. Oui. Sa famille était là, tout ça, ça a été vraiment, vraiment particulier, là. Oui, là, à ce moment-là, il avait vraiment frappé le fond du baril. Moi, je tiens à souligner aussi que, bon, il y avait Kevin Nash, Sean Waltman, Shawn Michaels, avec qui il était très ami. Il y a d'autres amis là, qui ont été très proches de lui, qui l'ont aidé dans un autre genre de parcours. Je te parle de Jake the Snake et de DDP. Ben oui, ben c'est là que je m'en allais justement avec DDP, mais vas-y, ah ouais, let's go, mon JC, parle-nous de ça. DDP et Jake the Snake qui se sont occupés de Scott quand il était justement au fond du baril, qui l'ont ramassé à la petite cuillère, qui ont reconstruit Scott Hall, qui l'ont aidé à se retrouver, à arrêter de boire. Naturellement, ça n'a pas été un travail facile, mais ça prenait beaucoup, beaucoup d'amour pour Scott Hall pour arriver à ça. Oui, ben c'est avec le fameux DDP Yoga, là. Justement, là, on le voit. Moi, j'avais vu le documentaire sur Netflix qui parlait là, de la réhabilitation du Scott Hall. Ben, tu sais, je pense que Jake the Snake et Scott Hall ont eu des parcours similaires là, dans. T'sais, on parle de gars qui avaient un talent inouï pour la lutte. Là, c'était assez incroyable, mais qui se l'ont pas fait facile. En effet, comme je disais tantôt, il avait le don de la présence. Dès qu'il apparaissait à l'écran, il captivait les gens. Les gens dans l'audience, les gens à la maison, il était captivant. Dans le ring, il était un excellent technicien, il savait gager sa poule, il connaissait sa psychologie du ring. C'était un bon worker. Il y a personne, j'ai jamais entendu personne se plaindre d'avoir été blessé par Scott Hall ou d'avoir été maltraité d'une façon que ce soit dans le ring par Scott Hall. Non, c'est un gars, tu le voyais travailler, c'était un excellent worker. C'était le gars qui en faisait jamais trop s'il était juste
sais, ça, là, c'est difficile à la lutte parce que tu veux tout le temps faire trop, là. Mais lui, là, non. Il te livrait la performance que tu étais en droit de t'attendre. Puis, on s'entend, là. On parle d'un gars de 6'5", de 280 livres. Si ça va pas bien, il est capable de prendre soin de lui. Ce gars-là, dans ses débuts, puis ça, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, c'était pratiquement un Rick Rude, là. Hey, il était énorme, Scott Hall, là. Écoute, avec la moustache, il ressemblait. Oui, puis Scott Hall, là, à la AWA, là, c'est qu'à l'époque, là, que Jim Crockett, lui, il était frustré parce qu'Hogan était parti, puis il était en train de faire de Scott Hall le deuxième Hulk Hogan. Il avait enfin son gros gars, grand gars, il dit « Hey, toi, je te veux avec la moustache, puis tout le kit. » Non, hey, c'était quelque chose, là. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est un gros morceau de la lutte, de l'histoire de la lutte qui vient de s'éteindre. Puis naturellement, là, sur les réseaux sociaux, à venir, là, les réactions de tout le monde là, qui l'ont côtoyé. J'ai déjà vu Mick Foley qui a commenté. J'ai vu une vidéo aussi de Hulk Hogan qui en parlait. Qui lui aussi, naturellement, tu sais, Hulk Hogan, j'en parle beaucoup dans Scrap-A-Mania, mais là, il y a le côté humain de la chose aussi, là. Puis, c'est ça, il a été très touché aussi, là, par le décès de Scott Hall. Je pense que le monde de la lutte est en deuil. C'est une semaine noire pour la lutte. Scott Hall fait partie de l'histoire. J'en ai parlé tout à l'heure en discussion privée, là, dans notre discussion du Coréron. Puis Scott Hall va aussi obtenir une place permanente dans le Coréron parce que sa citation du Hall of Fame va être inclue quelque part là, dans chaque épisode du Coréron à partir de maintenant. Bon, ben écoute, JC, je pense que ça a été notre façon de rendre hommage à Scott Hall en parlant de lui, en invitant les gens à avoir une bonne pensée là, pour son fils, sa fille. Puis on va prendre une courte pause avant d'aller aux 2 tunes. Puis les 2 tunes, peux-tu nous les présenter, mon JC? Oui, je te présente ça tout de suite. Écoute, c'est naturellement des tunes qui vont être en lien avec ce que Scott Hall a fait dans sa carrière et c'est naturellement aussi des covers. Donc, on va avoir un cover de son thème de Razor Ramon par Zombie 13, excellent d'ailleurs. Et on va avoir aussi un autre cover là, du thème de la NWO, là, qui est un thème qui a été assez important aussi dans la carrière de lutte de Scott Hall. Donc, ce sont les 2 tunes qui nous attendent cette semaine. Bon, ben écoute, JC, on s'en va aux 2 tunes, puis on vous revient tout de suite après. Announcement has been paid for by the New World Order.
paid for by the New World Order. Ben, c'était ça, Scott Hall, mon JC, puis c'était ça le Coréron cette semaine. Ça a été une édition qui était un petit peu plus courte qu'à l'habitude, mais tu sais, on dit un petit peu plus courte. On est 2, hein? Habituellement, on le fait à 3. Oui, ben c'est ça, on le fait à 3. On a un manque technologique en ce moment, puis l'absence de Martin, naturellement, se fait sentir un peu. Naturellement, il va être de retour, là, je rassure tout le monde, il va être de retour parmi nous la semaine prochaine pour le prochain épisode du Coréron. Ben oui. Écoutez, là, c'est sûr que Martin Godet puis le Coréron, ça ne fait qu'un, donc inquiétez-vous pas. Moi, par contre, là, JC, je pense que c'est important d'inviter les gens à visiter la chaîne YouTube du Coréron, d'aller sur notre Patreon. D'aller sur notre Patreon. Écoute, pour dire vrai, là, Martin dit souvent ça, là, que notre Patreon, c'est vraiment pas pour s'acheter un chalet dans les Caraïbes, là. Moi, je vous convaincrai pas, mais je peux vous dire que je ne m'achèterai même pas un cabanon avec notre Patreon. Mais si vous voulez avoir des choses exclusives, être membre de la Rib Room sur notre page Facebook et tout ça, ça passe par notre Patreon. JC, toi, t'es un peu le master de notre Rib Room en plus. S'il y a bien quelqu'un qui est très, très, très actif, c'est toi. Ou tu pognes toutes ces affaires-là, JC? Je suis tellement de dirt sheet et de pages de mimes de lutte. Moi, quand je scrolle mes réseaux sociaux, il y a juste ça quasiment. Fait que, tu sais, j'essaie de sortir les meilleures informations, les meilleurs memes possibles, tout simplement. Mais, non, écoute, puis la Rib Room, c'est une super communauté. Puis si vous en faites partie, si vous accédez, si vous participez au Patreon au coût de 7 $ par mois. Puis ça, là, c'est moins cher que le WWE Network qui était $9.99. Ouais, c'est vrai, hein? C'est bien trop vrai. Et puis, c'est moins cher que ça. Et là, on s'en va sur la période de WrestleMania. On va avoir un watch-along de 2 soirs, naturellement, avec les membres du Patreon, donc nos patrons, les Ribbers, qui ont accès à la Rib Room. Donc, on fait plein de petites soirées comme ça. C'est super intéressant. Venez nous rejoindre. On a du fun. On est une belle gang. Sortez du garde-robe, comme Martin le dirait. Sortez de votre garde-robe de fans de lutte, puis montrez-vous à la face du monde. Oui, puis en terminant, mon JC, là, on se prend 2 minutes. Je veux qu'on regarde à date la carte de la WWE pour le Super Bowl de la lutte, WrestleMania 38, le 2 avril. Moi, je te donne les matchs, tu me dis qui tu prends. Ça te tente-tu? OK, on va faire un bid là-dessus. OK. On a le samedi 2 avril, Drew McIntyre contre Happy Corbin. Ah, Drew McIntyre. On a un match tag team entre Ray et Dominic Mysterio contre The Miz puis Logan Paul. Les Mysterio vont gagner, puis Logan Paul va se retourner contre The Miz. OK. Hey, finalement, tu connais la lutte, JC. Match en scène pour le championnat de la WWE Raw Woman entre Becky Lynch et Bianca Belair. Moi, je veux voir Bianca Belair avoir sa revanche sur Becky Lynch. À SummerSlam, ça s'était bien mal passé. Les gens étaient très amers de ça. Je m'attends à un gros combat. C'est-tu la façon de la WWE de se faire pardonner, tu penses? Je pense que oui. Ouais, hein? Pas nécessairement de se faire pardonner, mais de continuer à dire aux gens, écoutez, on n'a pas oublié Bianca Belair, c'est un talent exceptionnel. On voulait juste profiter de la manne avec Becky Lynch qui revenait. Mais c'est ça. Mais à WrestleMania, ces deux-là, je pense qu'on ne sera pas déçus. On a le Kevin Owens Show entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin. La question, c'est qui va faire stunner à qui? Ça ne peut pas finir autrement que Austin qui fait le stunner sur KO au Texas, selon moi. Mais tu sais, bon, dans la tête de Vince, ça peut se passer de bien des affaires. Mais les grands gagnants de ça, c'est tout le monde. Effectivement. Puis on a aussi pour le championnat WWE SmackDown Woman entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Ah ben là, je m'attends naturellement que Charlotte perde contre Ronda. Ça va être quoi la finale? Le match Charlotte-Ronda ou bien Becky contre Bianca? Ronda a gagné le Royal Rumble, donc c'est elle qui s'en va en main event. OK. Le dimanche 3 avril,
Edge contre AJ Styles en match en simple. Écoute, je m'attends beaucoup de ce combat-là. Je pense que c'est le combat qui va mettre AJ over pour les prochaines années, puis va naturellement probablement le remettre dans le title picture. Et naturellement, le turn heel de Edge. Edge, je veux pas, plus les mois passent, plus sa carrière achève. Bon, on ne se comptera pas d'histoire. Hey, sérieux, là, c'est rare que je vais dire ça, mais je le souhaite. Ah, écoute, on dirait qu'il vieillit de jour en jour, c'est incroyable. Ah, c'est assez incroyable, hein? Mais il fait des maudites bonnes promos. Ah, ben oui, mais rendu là, mais les gérants. C'est ça. On a un match en simple entre Johnny Knoxville et Sami Zayn. Ah, écoute, ça va être très drôle. Ça, je m'attends que ce soit le comic relief de tout WrestleMania parce que Sami Zayn, en ce moment, il est en feu. Puis, ils sont sur la manne de Johnny Knoxville, du film de Jackass. Je pense que Johnny Knoxville va aller chercher une victoire genre par roll-up, un petit quelque chose, une petite crosse par en dessous. Mais en bout de ligne, ça risque d'être très divertissant. On a un autre match en simple entre Pat McAfee et Austin Theory. Écoute, ce combat-là, j'ai une réserve parce que j'ai jamais vu Pat McAfee lutter. Mais bon, si Vince McMahon a cru bon de lui offrir un combat à WrestleMania contre celui qui croit qu'il est sa future star, je pense qu'il y a de quoi avoir là, va falloir y porter attention. Mais celui qui aurait tout à perdre, c'est Austin Theory, justement, là. Oui, moi, je pense que ce combat-là sert à mettre Austin Theory over. Ouais, bon, OK, on est d'accord là-dessus. On a un triple threat tag team match pour le championnat féminin de la WWE. Queen Zelina et Carmella qui sont championnes contre Sasha Banks, Naomi, contre Liv Morgan puis Rhea Ripley. Écoute, j'essaie de savoir laquelle est la moins pire des équipes. D'après moi, Liv Morgan et Rhea Ripley. Ouais, ben écoute, moi, je pencherais plus vers eux autres. Sasha Banks, Naomi, je vois pas l'intérêt de leur faire gagner un titre par équipe ensemble. Puis, winner take all match pour le championnat universel de la WWE contre le champion de la WWE, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Écoute, ça, là, c'est la consécration de Roman Reigns. OK? Après ce combat-là, il n'y a personne qui va douter de Roman Reigns. Si tu avais juste une des deux journées à regarder, JC. Je prendrais la deuxième juste pour voir ce combat-là. JC, c'était très, très, très agréable. C'est ça le Coréron, en espérant que vous avez aimé votre expérience. C'était la première fois. Comme mon chum JC l'a dit, c'est le temps, là. On sort des placards, on le dit qu'on est des fans de lutte. Il n'y a rien de gênant là-dedans. JC, si je te mets sur le target, où c'est que les gens peuvent nous écouter? Ils peuvent nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Naturellement aussi, sur nos patrons peuvent accéder sur Patreon. On a des vidéos aussi sur YouTube. On a une boutique avec de la merch. Les liens vont sûrement être ajoutés là, parce que là, je n'ai pas accès à ça. Et le Patreon, naturellement, je vous rappelle, à 7 $ par mois. On ne s'achètera pas de Rolls-Royce avec ça c'est sûr et certain. Puis JC, la seule affaire qui nous reste à dire, ben écoute, c'est à la semaine prochaine. Puis, hey, là, c'est nous autres qui va le dire. Le close du Coréron, c'est de la musique. Puis qui a fait ça? Tu t'en rappelles-tu? Ben oui, c'est le meilleur mash-up de musique de lutte fait par Super Dave. Salut, mon JC. Ciao. Membre de la famille H2O Web Media.